À Warwick, quand ils vendent d'un côté, ça sent les chips, puis quand ils vendent par l'autre bord, ça sent le café. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires vous amène à la source de ce doux parfum de café. On est à la Brûlerie des Cantons. Bonne émission! Bonjour Martin Lambert. Bonjour Suzanne. Merci de nous recevoir à la Brûlerie des Cantons aujourd'hui. Ben, c'est moi qui vous remercie. Martin, tout le monde connaît un côté ou l'autre de la brûlerie. Il y en a qui connaissent la boutique café ici au bord de la 116 à Warwick. Ceux qui ne sont pas du coin voient les sacs de café à leur épicerie ou dans différents commerces. Mais peux-tu nous dire, la brûlerie, tout ce que ça fait dans la vie? Et la brûlerie, ça fait plein de choses. Ça fait du café d'abord, oui. Et avant tout. Donc c'est ça, on fait du café, on achète le café vert qu'on torréfie. On le passe dans un four pour en sortir, en faire dégager les arômes, les saveurs. Et puis on le réemballe, on le moud au besoin et on distribue ça effectivement là, dans les épiceries, dans les restaurants, partout où on peut penser qu'il y a du café, on essaie d'être là. OK. Fait que vous faites votre café, évidemment, il ne pousse pas ici, mais tout le reste que vous pouvez faire ici est fait ici. Exactement. Ce qui fait que vous êtes un de nos fameux produits locaux qu'on retrouve à peu près partout où on parle des produits centricois. Mais une fois qu'il est fait, ce café-là, on peut le boire sur place. Tu l'as dit, on peut le trouver dans les commerces pour l'amener à la maison. Mais vous faites aussi beaucoup d'approvisionnement d'entreprises pour leur section café à eux, pour les employés, puis tout ça aussi, je pense. Effectivement. On offre le service là, de pause café, si on peut appeler ça de même, là, dans les entreprises du centre du Québec. Les gens passent leurs commandes ici à la brûlerie, puis nous, dans la semaine, on va livrer directement dans le milieu de travail. Fait que ça permet aux gens d'avoir un excellent café tout au long de leur journée. Et puis, on a quand même une plateforme sur le site web et on approvisionne des entreprises à l'extérieur de la région, là, en grandeur du Québec, là, via le site web aussi. Fait que boutique en ligne, vous torréfiez, vous distribuez dans les points de vente, on peut prendre un café ici. Il y a comme une section boutique de plein d'objets aussi, puis de cadeaux ici que vous avez en plus. Effectivement. On a, comme tu as dit, une section cadeaux. Donc, il y a constamment des emballages cadeaux. On en personnalise. On en sort aussi pour les Noël, les fêtes des mères et tout. Mais en permanence, il y a toujours des emballages cadeaux. Puis c'est pas juste du café, là. Vous avez plein de produits, le fun. Oui. On a les épices de cru que vous avez, des accessoires de café, etc., etc. Etc. Des cafetières, les épices de cru, comme tu as mentionné, qui se vendent super bien. On a un étalage de je ne pourrais pas dire combien, peut-être 60 épices différentes. Puis ces produits-là qui sont en boutique, comment tu choisis d'avoir celui-là plutôt qu'un autre? C'est des coups de cœur à toi? Ou C'est des coups de cœur. On essaie surtout d'encourager les producteurs qui n'ont pas de place en épicerie. Donc, c'est plus difficile pour eux. Et puis, nous, en même temps, ça nous permet d'avoir un produit qui est moins distribué qui est plus original pour ne pas faire le même cadeau que tout le monde va faire à la même ma tante à l'Action de grâce. Effectivement. Martin, la brûlerie, c'est une chose. On pourrait penser, souvent, les gens qui partent une entreprise le font parce qu'ils ont une passion depuis tout petit. Bon, peut-être pas pour le café, mais pour quelque chose en particulier. Mais toi, t'es pas levé un matin en disant « Tiens, je voudrais torréfier du café ». T'es venu par la bande. Ouais, mais t'as dit ça d'entrepreneur qui vient de ton père, je pense. Est-ce que je me trompe? Effectivement. Mon père, tout vient de mon père, en fait. Mon père était barbier. Il s'est marié dans les années 70. Il a décidé d'ouvrir un salon de barbier à Kings Falls. Et puis, c'était dans le temps des hippies. Donc, ça courait moins les salons de barbier un peu. Alors, il s'est dit, il faudrait trouver peut-être quelque chose pour aider aux fins de mois, le temps que je me parte comme il faut. Il s'est acheté des machines distributrices qui étaient chez Cascade. Dans ces années-là, Cascade, c'était un endroit, c'était tout petit. Ouais. Donc, c'était juste un petit sideline. Mais avec les années, Cascade a grossi. Lui-même a placé d'autres distributrices jusqu'à ce que son sideline devienne un emploi à temps plein. Là. Fait que c'est devenu gros, mais c'est parti minuscule. Exactement. Puis toi,
t'as suivi par la bande, non pas de la barbe et des cheveux, mais de la machine distributrice. Oui, parce que la barbe, ça m'intéressait moins. Mais les distributrices, j'ai tout le temps suivi mon père depuis que je suis petit, aller faire l'approvisionnement des distributrices. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'avoir une route à moi. Puis, fait que tu avais envie, dès le départ, d'être ton propre patron et d'avoir ton entreprise à toi. C'était assez clair. Mais je pense que tu n'as pas fait le meilleur choix de produits à mettre dans tes machines distributrices. Oui, tu sais tout, toi. Il y a un petit oiseau qui m'a dit que c'était un drôle de choix au départ. Oui, c'est ça. J'avais acheté une route de distributrice, j'avais 18 ans. Et puis, dans cette année-là, le gouvernement a décidé qu'on ne pouvait plus vendre de cigarettes dans les endroits âgés de moins de 18 ans qui n'étaient pas contrôlés. Puis, la route de distributrice avait, je dirais, un 70-75 pour pas dire 80 même, de machines distributrices de cigarettes qui, moi, je m'en foutais, là, vendre des cigarettes ou n'importe quoi d'autre. Et là, je m'en foutais moins une fois que la loi l'a passée. Donc, j'ai dû réaligner parce qu'il n'était pas question de faire faillite. Il faut continuer, il faut persévérer. Plan B. Plan B. Pense vite. J'avais quelques machines à café, puis je me suis dit, ça, j'aime ça, opérer ça. Et j'ai mis l'emphase là-dessus. Je me suis dépêché à aller acquérir des clients en restauration et j'ai crois quand même assez rapidement là, dans l'année là, qui s'en est suivi. C'est ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. Fait que t'es arrivé au café par les cigarettes. Exactement. Qu'il y avait plus. Qui est un peu bizarre. Puis le pas entre avoir des machines distributrices de café dans des restaurants puis des choses comme ça, puis la brûlerie des Cantons, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Là? Comment t'arrives ici? Bien, j'ai eu ma route de distributrice là, qui était rendue quand même assez grosse. Là. Je travaillais avec 2-3 torréfacteurs, 2-3 grosses entreprises à ce moment-là parce que j'étais distributeur. Et puis, à l'arrivée de mon fils en 1999, j'étais jamais à la maison, puis c'était pas le choix que je voulais. Fait que j'ai vendu ma route, je me suis retiré, j'ai continué à travailler parce que tout au long de ça, j'ai continué à travailler avec mon père dans son entreprise. Et là, je me suis concentré dans son entreprise. Mm-hmm. Et après quelques années, ça me manquait de revenir sur la route. J'étais un peu tanné de vendre des cafés de n'importe qui. Et à ce moment-là, on était aussi un des clients de la brûlerie parce qu'on s'approvisionnait ici à la brûlerie. Et Laurent et Jocelyne, qui sont les fondateurs, eux, de l'autre côté, il y avait le raisonnement inverse. Ils trouvaient ça le fun de faire du café, ils étaient contents. Mais il aurait aimé ça que le café soit distribué. Plus largement, qu'il rejoigne plus de gens. C'est ça. Donc, le merger, le partenariat s'est créé comme ça. Entendre. Exactement. Le fit parfait. Tu es embarqué avec eux comme actionnaire en quelle année? En fait, c'est en 2005 que on a commencé à travailler en 2004. En 2005, je suis devenu actionnaire. Puis, au fil du temps, eux ont pris leur retraite et t'as racheté leur part pour devenir le grand maître du café Warwick-Watt tout seul? Exactement. En 2015, ça s'est passé. Et la route de distributrice qu'on a parlé précédemment, celle de mon père, l'entreprise familiale, lui, il a continué à la garder. Puis quand mon père a pris sa retraite, je me souviens plus de l'année exacte, là, 2010, peut-être 2008, là, j'ai racheté cette entreprise-là aussi. Et puis, ça s'appelait Distributrice Michel Lambert. Et aujourd'hui, ça s'appelle Les Frères Lambert parce que on a acheté, moi et mon frère, ensemble. Puis ton frère est aussi dans la brûlerie depuis... Tout récemment. L'année, ça fait 1 an là, environ. Là, Fait qu'on revient à la famille, à la brûlerie aussi. Martin, on va arrêter quelques petites secondes justement pour aller parler de café, parce que des fois, le café, on le prend pour acquis et dans nos sacs à l'épicerie, mais savez-vous vraiment d'où vient votre café? La mouture de votre café, c'est vraiment important parce que ça fait la différence entre un bon café ou un café pas buvable. Par exemple, une mouture filtre, c'est moulu plus gros parce que c'est en contact avec l'eau plus longtemps. La mouture espresso, beaucoup plus fine parce qu'on lance l'eau avec la pression en plus. Elle passe très vite sur les grains, donc il faut que ce soit fin. Qu'est-ce que ça donne si on donne une mouture filtre à une cafetière espresso? Ça donne pas du bon café. La preuve! 1, 2, 3, go. Mouture filtre ici, mouture espresso dans la même machine espresso. Qui sera le gagnant? Mouture filtre, ça coule vite, vite, vite. Mouture espresso, c'est encore en train de couler pour qu'on ait une belle créma, que ça sente l'Italie et le bonheur. Alors, bonne mouture dans la bonne machine. Sinon, vous allez en enfer. Martin, on l'a dit, il y a quand même toutes sortes de déclinaisons de la brûlerie. Je pense qu'une des choses qui est importante pour toi, c'est vraiment
le fait que ce soit votre café, que ce soit vous autres qui le torréfiez, mais vous avez beaucoup de sortes de café là, que vous faites. Là. En fait, on offre environ 50 cafés différents. Il y en a 40 qui sont toujours là, c'est stable. Puis on joue peut-être avec une dizaine de cafés là, qu'on appelle la gamme Distinction. C'est du café encore plus haut de gamme, des cafés de micro-lot torréfiés à la troisième vague, de third wave, si on peut dire, beaucoup plus blond, qui va aller chercher un autre type de clientèle. Là, qui sont plus... Ils disent que les hommes préfèrent les blondes, mais est-ce que les vrais buveurs de café préfèrent les blonds? Les vrais buveurs de café préfèrent les blondes. Alors, le débat est ouvert. Ces cafés-là, à l'épicerie, on ne trouve pas 50 sortes de cafés différents. Est-ce que si on veut vivre l'expérience totale et goûter aux 50, c'est seulement ici, au café de la brûlerie, qu'on peut les goûter, ou on les trouve quand même, ces super cafés-là, dans certains points de vente? Effectivement, la meilleure place, c'est ici. C'est là. sûr. Bon, mais en dehors de ça, dans les épiceries, il y a environ 10 sortes de cafés différents qui sont offerts, qui sont dans des emballages spécifiques aux épiciers. Les épiceries, les dépanneurs. Là. Et puis, les autres cafés sont disponibles, comme on en a parlé tantôt, sur le site Web. Mais on a plusieurs points de vente un peu partout là, sur Victoriaville, Plessisville, où est-ce que c'est des boutiques, des épiceries fines qui vont avoir une sélection plus grande, eux. Et c'est eux qui vont faire le choix. Donc, ils ont le choix parmi les 40 cafés qui sont disponibles. Et puis, je pense que vous faites des marchés aussi. Effectivement, on a 2 marchés publics là, sur Drummondville qui est ouvert à l'année, lui, et on fait le vendredi et le samedi. C'est ouvert juste 2 jours. Et à Bécancour, le marché public de Godefroy qui est ouvert seulement en saison estivale. Et cette fois-là, c'est le samedi et le dimanche. Okay. Fait qu'on vous retrouve quand même sur pas mal de pieds carrés. Quand tu dois faire tes 50 sortes de cafés différents, comment tu bâtis ces recettes-là? Évidemment, c'est pas des recettes de mixer plein d'ingrédients. C'est pas comme faire une recette de gâteau où tu dis je vais mettre du sucre, puis dans celle-là, je vais mettre du zeste d'orange, puis dans lui, je vais mettre du chocolat. Là. Comment on fait ça, développer 50 types de cafés différents? Sur quoi tu peux jouer, puis comment tu fais? Bien, l'entreprise, ça fait plusieurs années qu'elle est fondée. Donc, on ne se cachera pas que les premières recettes, c'était de l'essai-erreur, justement, puis avec moins de connaissances. Et puis, avec le temps, il y a l'expérience qui rentre, les connaissances de la littérature qu'on absorbe de plus en plus. Donc, quand on fait un mélange de café, on a plus de notions. On sait peut-être avec quoi plus agencer un café avec l'autre. La couleur de torréfaction, elle a une incidence beaucoup. Donc, on fait des tests, toujours. Là, c'est pas parce qu'on a sur papier qu'on est à peu près certain qu'il va avoir les bons résultats. Il faut vraiment faire un essai. De travail de laboratoire puis d'alchimie en arrière. Ça ressemble à ça. Puis est-ce que vous goûtez en équipe après puis tout le monde vote, ou c'est vraiment toi qui es le nez ou le palais officiel? Non, c'est un travail d'équipe. Lorsqu'on a retrouvé puis qu'on est pas mal certain, on va avoir une petite sélection, on va avoir éliminé plein de choix. Et puis là, après ça, l'équipe va passer au travers. Et puis là, on a des clients les plus habitués que là, on va leur faire goûter aussi. Oui, c'est ça. Puis quand ils survivent, si ça va bien, on peut le mettre dans des sacs. Si ça passe le test, c'est parfait. On est beaucoup habitués avec nos produits locaux. Moi, je fais du fromage, je prends mon lait à la ferme d'en face. Toi, tu peux pas prendre tes grains de café dans le champ d'en face parce qu'il y en a pas ici. Qu'est-ce que ça représente comme défi pour un propriétaire d'entreprise de vendre un produit comme ça, que ta matière première vient de très loin? Bien, le défi, pour certains, c'est un défi. Pour moi, c'est un amusement. Là. J'aime vraiment ça. C'est le côté que je préférerais, je pense, dans l'entreprise. C'est de travailler avec des importateurs et de bâtir un lien de confiance parce que c'est très important. On n'est pas à côté du produit. Là, hein. On achète des cafés qui sont en Amérique latine ou en Afrique. C'est plus difficile d'aller tester. Donc, on travaille avec des importateurs qui savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ils vont nous suggérer des choses. Ils vont nous envoyer des échantillons. On va les essayer. C'est un processus, mais tout ça est basé sur la confiance mutuelle. Le défi ces derniers temps est peut-être l'approvisionnement avec les changements climatiques, avec la crise de COVID qu'on a eue, qui nous a pas juste atteint nous, mais les pays producteurs. L'offre est plus difficile à avoir, donc il faut
bien gérer les inventaires parce que c'est un produit qui pousse une fois l'an. Tu sais, c'est comme nos pommes, là. Il y a la fleur au printemps, on récolte à l'automne. Le café, c'est dans une serre toute l'année tant que tu en veux. Là. Exactement. Donc, quand que le produit est écoulé, puis il va falloir attendre à la prochaine récolte si tu n'as pas mis la main dessus assez rapidement. Fait que c'est peut-être ça le défi, là. Puis en plus, le café, c'est un des produits qui est coté à la bourse. Fait qu'en plus, c'est pas juste entre toi et ton fournisseur en Colombie ou au Kenya de négocier le prix. Là. Il y a une intervention extérieure de la bourse qui vient jouer dans le processus. Exactement. Là, ça, on n'a pas trop le contrôle là-dessus. Ça vient complexifier les choses parce que, comme tu dis, c'est à la bourse, donc le prix bouge à tous les jours, à tous les minutes. C'est transjugé toujours en argent américain. Donc, ça aussi, notre valeur du dollar versus le dollar américain fluctue constamment. Mais toi, ton sac d'épicerie ou IGA, ton sac de café ou IGA, il ne peut pas changer de prix tous les jours. Là. Il est tout le temps le même prix. Est-ce que tu dors bien la nuit en sachant que peut-être qu'aujourd'hui, ton café, tu le payes plus ou moins ou que ça bouge dans tous les sens? Il y a des fois que c'est peut-être plus plate à dormir, là, mais... C'est correct, tu as plein de café pour rester réveillé. C'est ça, on ramène du travail à la maison. Mais... Sinon, non, ça va tout de même assez bien. Mais la difficulté, c'est comme je disais tout à l'heure, de gérer les stocks. Parce que si tu dois acheter le café, on est rendu à avoir un nouvel approvisionnement et puis que le café est super cher, bien, ça se pourrait qu'on soit peut-être plus compétitif si jamais il y a encore une hausse de café ou une baisse qui pourrait arriver sur le marché. On est prêt avec des stocks puis notre marge de manœuvre est beaucoup plus mince. Donc, l'idée, ce serait achète moins. Puis tu en achèteras quand le prix aura baissé. Mais là, tu vas peut-être en manquer quand tu vas en avoir besoin. Et voilà, on vivait pas ça avant. Ouais, là, c'est nouveau, c'est quelque chose que je dois apprendre. Des réalités récentes. Là. Fait que tu as tout un côté aussi d'évaluation de la situation, de stratégie dans ça à développer en tant que capitaine du navire, je présume. Effectivement, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la partie... Moi, c'est ce qui m'amuse le plus, je pense. Martin, on va prendre encore une autre petite pause parce qu'on a parlé des grains de café tantôt, mais là, on va parler des moutures. Parce qu'il y a bien des gens qui jouent à la roulette là, sur le moulin, à l'épicerie, puis qui choisissent un chiffre entre 1 et 10. Mais il y a une façon de bien choisir sa mouture de café, puis c'est important. Vous allez tout savoir maintenant. Le café, c'est quoi? Est-ce que c'est un fruit? Pas tout à fait. En fait, c'est le noyau d'un fruit. Il était une fois le caféier qui donne des petits fruits verts qui deviennent, avec le temps, des petits fruits rouges bien mûrs. Ensuite, on doit récolter ces petits fruits pour en extraire le noyau, qui a 2 moitiés. Et voyez-vous, ça fait des petits grains verts de café qu'on lave, qu'on sèche, qu'on bichonne avant de les envoyer au torréfacteur qui, lui, va les cuire. Différents degrés de cuisson possibles, du café très blond jusqu'au café noir. Et finalement, quand nos 2 petites moitiés de noyau sont rendues bien cuites, bien croquantes et friables, c'est là que tous leurs arômes et toute leur magie peuvent passer dans votre tasse pour vous rendre heureux chaque matin. Martin, tes fournisseurs, c'est précieux, c'est eux qui vont créer le grain avec lequel tu vas travailler après. Puis je pense même que tu as eu l'occasion d'aller sur place, vraiment les rencontrer, mieux comprendre peut-être leur façon de produire. Est-ce que c'est important pour toi quand tu choisis avec qui tu vas travailler, de qui tu vas acheter ton café, de savoir sur place comment ça se passe? Bien, effectivement, comme je disais auparavant, on travaille avec des importateurs. Donc, c'est eux qui font le gros du travail, qui ont le contact avec le producteur, mais à chaque fois qu'on a la chance, puis on a probablement l'occasion une fois par année, annuellement, là, d'aller avec un importateur, d'aller faire le tour de différents producteurs, puis on change de pays à chaque année. Donc, on a fait le Costa Rica, la Colombie. Puis qu'est-ce qu'on regarde sur place? Le goût du produit uniquement ou si toutes les dimensions? On parle beaucoup de café équitable, de facteurs écologiques, puis tout ça. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou si vous allez là vraiment plus pour goûter sur place? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... On voit les infrastructures puis la façon que les producteurs l'environnement du producteur. Tu sais, souvent, ces producteurs-là font partie des coopératives. Est-ce que la coopérative redonne beaucoup ou gère bien cette coopérative-là pour que les producteurs soient bien? Parce que on sait, tu sais, dans le café, c'est pas des tonnes d'argent, là. Les producteurs, souvent, ils travaillent en deçà du coût de production, là. Donc, ils doivent
travailler fort pour réussir à booker leur fin de mois ou leur année. Alors, des fois, il pourrait y avoir des façons de travailler qui sont moins orthodoxes. En allant sur place, ben, on le voit. On est capable de voir, ah ben oui, ce producteur-là, il travaille super bien, puis il y a un soin à apporter à son environnement, au café. Bien, ça donne vraiment une confiance au produit. Puis ça nous permet aussi de voir des nouveaux procédés parce qu'évidemment, le marché du café bouge beaucoup dans les dernières années. Les façons de faire notre café, les façons de torréfier le café, mais les façons de produire le café derrière dans ces pays-là changent aussi. Il y a des nouveaux procédés anaérobiques, par contre, mais par exemple, qui sont, que ça n'existait pas il y a quelques années, mais là, les producteurs veulent produire un peu moins de volume, puis faire des cafés de meilleure qualité ou des cafés avec des particularités vraiment différentes qui vont leur permettre de pouvoir le vendre plus cher et avoir un meilleur revenu de ça. Fait que la meilleure façon de bien connaître le produit, c'est d'aller à la source puis de vraiment pouvoir assister à ça en direct toi-même de tes yeux. C'est toujours la meilleure façon, puis ça donne bien. T'as des yeux, puis tu y vas des fois. C'est ça. Martin, en terminant, on l'a vu, t'as passé par toutes sortes de déclinaisons de l'entrepreneuriat, de la machine distributrice au ramassage des cheveux de hippie dans le salon de Barbier de ton père, jusqu'au café que tu torréfies toi-même avec amour. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il y a en commun dans tout ça qui te garde allumé après tant d'années? Ça, c'est une super question. Je crois sincèrement, c'est la diversité de la tâche. Je sais jamais à quoi ressemble ma vie, là. Si il fallait que j'écrive ça, j'aurais aucune idée par où commencer. J'ai une liste faite à tous les jours de choses que je dois faire. Et puis, je suis chanceux si je pars le soir puis j'en ai rayé 3-4 dessus. Ouais. Puis souvent, quand j'en ai rayé, il s'en est ajouté de toute façon. Parce qu'il arrive n'importe quoi. Un téléphone, la clientèle, évidemment, c'est moi qui traite le côté commercial, donc des soumissions, des demandes de soumission, les achats, comme je disais tout à l'heure, des bris d'équipement chez nos clients ou des bris d'équipement de production ici. Donc, constamment, je fais quelque chose qui n'est pas prévu. Puis je pense que c'est ce que j'aime. Ça m'anime, ça, de ne pas avoir une ligne directrice et la suivre toute ma vie. En plus de tous ces aspects de plus de logistique puis de quotidien-là, ben tu as aussi le droit de sentir le café toute la journée, de goûter, puis tu as du café à volonté, du bon café à part de ça. Quoi de mieux que juste pour ça. Quoi de mieux que travailler dans un environnement de café, hein? Il y a plein de gens qui viennent ici pour travailler, donc ça doit être une bonne idée. Fait que toi, t'es chanceux. Toi, t'es sûr que tu y as accès. Martin, c'est la fin de l'émission presque. Et l'heure, normalement, d'un défi pour moi. Aimerais-tu relever un défi? Ben, j'aurais quelque chose pour toi. On a un petit problème à régler, donc je pense que tu es la clé. J'ai peur quand tu dis quelque chose comme ça, mais advienne que pourra, on s'en va au défi. Martin, voilà mon défi. Oui. Boire plein de café, c'est ça? Effectivement. 2. On a un problème, on a mélangé 2 cafés. Il faut identifier c'est lequel. On n'a pas le choix. Donc, on va devoir faire du cupping, exactement la même méthode qu'on fait, pour savoir quel café qu'on va servir aux gens, dans quelle couleur qu'on doit le servir, ou bien si le café qu'on a choisi correspond vraiment à nos attentes. Y est-tu bon pour vrai? Exactement. D'accord. Pour ce faire, on va sentir le café une fois qu'il est moulu dans la tasse. Ça sent bon? Ça sent le café. On va échanger nos tasses. Ah, ça sent aussi le café, mais pas tout à fait le même. Normalement, c'est supposé être différent. On veut identifier c'est lequel. Ouais. On va prendre un sac. On va voir si ça correspond un à l'autre. OK. Premier test. Tiens. Ah ouais, ça sent vraiment... les odeurs. Autre chose, OK. Après ça, ce sera le goût. Tous les sens sont sollicités à la brûlerie des Cantons, mesdames et messieurs. OK. Donc, la vraie méthode? Ouais. On ajoute du café, pas du café, mais de l'eau dans le café, qui est déjà moulu. On va attendre... Là, ça fait comme une espèce de petite boue de café. Exactement. Ça, c'est le bout du défi, c'est ça? Il va falloir prendre la boue. Donc, on va devoir attendre 2-3 minutes de temps. Revenez-nous après la pause. Donc là, notre café a infusé. Tic-tac, tic-tac.
Tic-tac, tic-tac. On va encore sentir notre café. On va encore le sentir. Oui, c'est important. Il faut savoir si Mon nez va être fatigué ce les soir. arômes suivent ce qu'on s'attend. OK. On va ressentir encore une dernière fois. Mais cette fois-ci, c'est après avoir cassé la croûte qu'on appelle. Donc, on va briser le café avec la cuillère en faisant un mouvement de va-et-vient. OK. Et puis, tu vas pouvoir sentir en même temps que tu vas casser ta croûte pour OK. être certain que les odeurs qui Je te regarde s'échappent. puis je te copie, OK? On y va? Ouais. J'ai jamais été aussi proche de toi, Martin. Je vais. Celui-là, il sent comme plus l'alcool, on dirait. Est-ce que tu C'est Effectivement. dans ma tête. OK, là, c'est à mon tour de décrouter À mon ton café. tour, Comme ça. ça. Le but, c'est Ouais, de je se faire un endroit pour vais se faire un trou un trou. pour pas que ça reste pris dans les dents. Et là, on va le porter, la cuillère à ta lèvre, et tu vas aspirer comme ta mère t'a dit de ne pas faire. Faut pas Avec saper la soupe. hein? OK. C'était meilleur la soupe. Il goûte définitivement plus l'alcool que l'autre. Tiens, je t'ai pitché du café pour me venger. Effectivement. Hein? Ouais. Donc, ici, on a 2 cafés. Le café barriqué, qui est un café qui avait été fermenté dans un baril d'alcool. Ah, c'est lui! Exactement. Et l'autre qui est le rubarbuta. Ça fait qu'on saura exactement lequel va dans le bon sac pour relever le défi. Hey! Yes, merci Martin. Voilà, mesdames et messieurs, un vrai nez de buveuse de café, c'est ça que ça donne. Merci, c'était vraiment chouette d'explorer le côté caché de la brûlerie des Cantons et du café. À vous, on donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. À bientôt!